Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Comme d'habitude, le jeudi à 18 h, vous avez votre vidéo fleuve. Donc là, ça va être encore une fois sur Ark of Omen. Et ça va être la troisième et dernière partie de le tome 2 de Ark of Omen qui s'appelle Engron. Faut suivre. Encore une fois, je vous rappelle que toutes ces vidéos sont liées, toutes celles sur Ark of Omen. Donc je vous invite vraiment à, si vous ne l'avez pas encore fait, regarder la vidéo sur Engron, la vidéo sur la sérénité dans le massacre et les vidéos sur Ark of Omen, que ce soit Abaddon ou aussi Engron. Voilà, donc n'hésitez pas parce que vraiment là il y a des éléments, c'est la suite. Si vous ne les avez pas vus, il y a des éléments sur lesquels vous allez peut-être passer à côté, vous n'allez pas forcément comprendre et ce serait quand même vraiment dommage. Donc vous avez une playlist aussi sur le fleuve, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Alors là où je vous ai laissé, c'est justement le combat spatial. Le combat spatial est en train de tourner pas forcément à l'avantage des loyalistes, ni forcément à l'avantage des Héréticus Astartes. Donc c'est un mélange, on ne sait pas vraiment encore qui va gagner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Engron a décidé de combattre au sol, d'aller directement sur l'Orphéon psychique. Alors, quand je vous dis directement, c'est pas directement sur lui. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que, eh bien, en fait, en arrivant devant, alors la structure de l'Orphéon psychique, qui est une sorte de citadelle imprenable, qui a été renforcée pendant les semaines et les mois avant justement l'arrivée d'Engron, étant donné que c'est une force impériale, c'est une force qui a été reconsolidée, et puis quand on voit un peu le pouvoir qu'elle a, bah forcément on se dit que ça va attirer les convoitises, donc elle a été vraiment renforcée le plus possible. Engron arrive, et en fait, quand il arrive devant cette forteresse, il la regarde, il la survole, et en fait, ça lui rappelle quand même un petit peu l'époque de l'hérésie d'Horus, et quand il était au-dessus du palais impérial. Alors, aucune comparaison possible, malgré tout, pour lui, il n'y a aucune distinction entre la magnificence du palais impérial et cette pâle copie, en fait, mais pas vraiment une copie, mais cette place forte qui, en fait, ne vaut vraiment rien. Et c'est là qu'Engron, en fait, se dit, moi, de toute façon, peu importe l'artefact, hein, parce que vous vous rappelez, il est censé récupérer l'artefact pour Abaddon, pas vraiment, donc lui, peu importe. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est simplement détruire l'Orphéon psychique. Donc il se dit, peu importe, moi, je vais foncer, et en fait, je vais même montrer à l'humanité et aux serviteurs de l'empereur à quel point leurs efforts sont misérables, en fait, à quel point cette forteresse, elle a beau être imprenable, elle a beau être renforcée, je vais ridiculiser tout ça. Et il se met en fait à prendre son temps, il ne va pas directement sur l'Orphéon comme on pourrait le penser, mais il prend son temps et puis il va aller détruire toutes les fortifications et ainsi de suite, et c'est une force encore une fois inarrêtable. Alors il y a quand même des choses qui peuvent le détruire. Il y a un moment il se prend quand même un laser orbital, donc les laser orbital, c'est des silotirs qui sont faits pour tirer de la surface de la planète pour atteindre les vaisseaux en orbite et leur causer de sérieux dommages. Donc vous imaginez la puissance colossale que ça peut avoir. Et bien lui en fait se fait toucher par un de ces tirs de laser et en fait il sent son essence physique se détruire. Et là il y a un petit passage qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que on nous dit en fait que c'est sa volonté qui lui permet de se régénérer. Alors, je vous l'avais déjà dit plus ou moins, mais après, on pouvait se poser la question. Là, en fait, il sent son enveloppe physique être détruite, et au final, il se sent tenté, en fait, de succomber. Et ça, c'est, vous voyez, quelque chose que je vous ai déjà dit dans les vidéos sur Engron. Engron, en fait, c'est une victime, plus ou moins. Et c'est ça qui le rend touchant et qui le rend vraiment intéressant. Et au-delà du personnage dénué, limite d'intérêt, avec juste tue, mutile, brûle, massacre, du sang pour le dieu du sang, il y a vraiment ce côté aussi un petit peu torturé, et ce côté où, eh bien, il a cette force colossale en lui, rien ne l'arrête, et en fait, il n'a pas satisfaction, parce qu'il a toujours les clous du boucher qui le martèlent tout le temps, et forcément, en fait, il perd la raison, mais rien ne trouve, enfin, il n'y a aucun plaisir dans sa vie, évidemment, même le massacre, en fait, c'est trop facile pour lui, donc ça ne lui donne pas cette satisfaction, et là, il a ce moment, en fait, de doute quand il est détruit, et il se dit, et si, en fait, je me laissais aller, si je me laissais aller à être détruit. Et c'est bien ce qui prouve en fait que c'est sa volonté qui lui donne en fait cette capacité à régénérer physiquement son corps. Attention, il y a bien deux choses différentes. Il y a la capacité qu'une fois qu'il a été banni dans le Loir, il peut revenir tous les 8 semaines, 8 jours, etc. etc. Ce qui, quelqu'un m'avait fait la remarque, ça faisait genre 64 ou un truc comme ça, quand on mettait tous les chiffres ensemble, un truc comme ça. Donc voilà. Mais il a cette capacité-là, et là, il a la deuxième capacité qui est conférée par lui-même, parce que la première, celle de revenir dans le Loir plus rapidement, on peut se dire que c'est celle qui est donnée comme bonus par corde. Là, il a sa capacité, c'est de déchaîner sa haine, sa rage et de reconstituer son corps. Ça,
là, à mon avis, c'est quelque chose qui vraiment vient plus de lui et de sa volonté. Et donc là, il y a un moment donné, bah voilà, il a envie de se laisser aller, de se dire bah, peut-être que ce serait la fin, peut-être que je vais aller me retéléporter à un autre endroit, parce qu'il sait que malgré tout, même si son enveloppe physique est détruite, il va se retrouver dans un autre champ de bataille pour un nouveau combat, donc il ne saura quels sont les tenants et les aboutissants, mais peu importe, étant donné que son but, ce sera toujours la destruction pour le dieu du sang. Alors vous en doutez, hein, pour que l'histoire continue, bah bien sûr, sa rage prend le dessus, il se régénère à nouveau, et puis ben voilà, il continue en fait le massacre. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe malgré tout un petit peu en orbite. Donc en orbite, vous avez les flottes qui s'affrontent, et il y a 3 fronts qui sont créés. Donc avec Abcondis, qui est le maître de flotte de la flotte Quartus, qui représente une force Indomitus, hein, donc c'est-à-dire un ensemble, allez, on va s'accorder sur à peu près 1000 vaisseaux. Et puis en face, vous avez toute l'armada des World Eaters, et tous ceux qui sont venus se rattacher en fait, qu'ils soient World Eater, Renega, Mechanicus Noir, etc. Et bah, ça forme, là on va s'accorder peut-être même sur, j'étais sur 1500, mais je pense qu'au final on peut aller plus loin, peut-être 2000 vaisseaux. Alors j'aime bien les chiffres, mais c'est une façon quand même de quantifier un petit peu les choses. Donc c'est vrai que les impériaux sont en sous-effectif, par contre eux ils sont tous unis. Il y a Abcondis qui vraiment a des capacités aussi de gestion stratégique colossale, hein, sinon il ne serait pas maître de flotte à Domitus, vous vous en doutez, et lui il permet en fait d'une certaine cohésion, ce qui peut contrebalancer en fait les forces renégates qui elles sont beaucoup plus nombreuses, mais qui sont complètement anarchiques, et en fait où chacun fait un petit peu ce qu'il veut, où il n'y a aucune stratégie si ce n'est détruire, tuer, etc., que ce soit dans l'espace ou au sol. Donc ça permet d'équilibrer un petit peu les choses. Alors je vais vous représenter ces 3 fronts parce que ça permet de remettre un petit peu en mémoire les choses. Donc sur le pôle nord de la planète, vous avez le Clarion Dir qui est une des arches fatidiques en fait, hein, donc un Space Hull qui a été converti, etc. J'espère que vous avez vu les vidéos d'avant, hein, parce que sinon vous voyez c'est là où du coup ça peut être un petit peu embêtant pour vous pour la compréhension. Donc vous avez cette funeste flotte à elle seule qui se retrouve engagée avec le croiseur des Grey Knights et Chrome qui cherche justement à bien les empêcher en fait à détruire quand même une force quand même, et un Space Hulk, donc ce serait vraiment un gros gain pour l'Imperium. Donc ça se passe au pôle Nord, donc c'est la première flotte. Donc le deuxième combat ça se passe sur l'équateur. Donc l'équateur, là on a le Conqueror, vous savez le vaisseau amiral des World Eaters, qui se bat contre toute une armada en fait de la flotte Quartus. Et puis bah, le but ce serait quand même d'essayer de le faire tomber, parce que le Conqueror c'est une des plus grandes menaces hein, qui est dans l'Imperium. Je pense même qu'il est d'un niveau supérieur aux arches fatidiques, donc forcément on a l'occasion peut-être de l'achever. Donc eh bien l'amiral Abcondis donne beaucoup d'ordres pour justement que ce vaisseau se fasse détruire. Et le troisième lieu de combat, eh bien il est avec l'Honor of Terra, donc c'est le vaisseau d'Abcondis. Lui en fait il essaye d'apporter son soutien au sol, parce qu'il se rend bien compte que eh bien en gros à lui seul en fait il est en train de détruire absolument tout. Donc il se dit il faut vraiment qu'on donne le maximum, qu'on le retarde le plus possible et qu'on essaye vraiment de lutter contre lui. Tant pis pour ma sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait il se fait aborder par le vaisseau de Karn. Et en fait, alors à l'intérieur du Honor of Terra, bien sûr, vous imaginez la taille du vaisseau, il y a des forces colossales qui sont là pour défendre en fait le maître de flotte, mais en face vous avez Karn. Et Karn, il a aussi un petit peu le côté One Punch Man, parce que eh bien il est inarrêtable. Et en fait on nous dit que malgré tous les tirs qui auraient dû le tuer une dizaine de fois au moins, eh bien il continue à se battre. Et vous avez en fait même une force d'Ultramarines, une garde d'honneur Ultramarines qui malgré leurs compétences eh bien informe en fait que, enfin ça c'est assez prenant, parce que c'est une des premières fois où je lis en fait qu'un capitaine ultramarine admet en fait sa future défaite. Parce qu'il dit, je pense qu'on ne sera pas capable d'arrêter Karn, donc si vous voulez survivre, eh bien, partez du vaisseau, tout simplement. Alors bien sûr, Abcondis, lui, il fait passer son devoir avant sa propre sécurité, mais c'est assez étonnant, en fait, de voir à quel point, eh bien, même, il y a cette peur, en fait, de Karn. Enfin, ils ne connaîtront pas la peur, donc, alors, est-ce qu'ils ne connaîtront pas l'échec? Oui, en l'occurrence, ils vont connaître l'échec, mais en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, et j'ai vraiment pas souvenir que c'est quelque chose qu'on ait souvent, mais voilà, vous avez une garde d'honneur ultramarine, en plus les ultramarines, qui va reconnaître sa future défaite et c'est en fait qui va échouer à la défense, alors qu'il n'est même pas encore en train de combattre avec Karn. Bon, après, évidemment, se passe ce qu'il avait prévu, et en fait, Karn réussit à aborder et à tuer Abcondis. Donc là, déjà, tout ce qui était défense orbitale se trouve vraiment malmené, parce qu'Abcondis, il avait quand même cette capacité de gérer, et bien, de rassembler, en fait, vous voyez, les éléments de la force impériale et de leur donner une cohésion, et c'est ce qui permettait, en fait, justement, de lutter contre l'infériorité numérique.
Eh bien vu, Karn à lui seul a changé le cours de la bataille spatiale, Abcondis est décédé, et puis bah voilà, maintenant chaque capitaine de vaisseau se bat selon ses propres ordres, et forcément ça n'a pas tourné en faveur des impériaux. Alors pour rester un petit peu quand même sur le combat spatial, si vous vous rappelez bien, il y a une autre funeste flotte qui était arrivée juste avant l'Armada World Eater avec le Stygian Earth. Et en fait, cette flotte, elle s'est fait balayer par la puissance de la flotte Quartus, et du coup, eh bien, le Stygian Earth a réussi quand même à s'échapper, et eh bien, à son intérieur, en fait, vous avez une cabale en fait de Tzeentch, et ils sont en train de se dire, mais pourquoi Tzeentch nous avait dit qu'il fallait venir, il faut qu'on capture quand même l'Orphéon psychique, est-ce qu'on y retourne ou pas? Et en fait, ils sont pas d'accord sur les bonnes choses à faire. Certains disent, bah ouais, mais si on y retourne, on va se faire détruire. D'autres disent, bah on attend que les deux forces soient fragilisées, puis après, on va capturer l'Orphéon psychique. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, que vous avez le portail warp du vaisseau qui s'active, parce que vous savez que sur chaque funeste flotte et chaque arche fatidique, vous avez un portail warp. Le portail warp s'active et vous avez Vashtor qui vient dans le vaisseau. Et il apparaît dans le vaisseau, pas en tant qu'ami justement de ses possesseurs, au final. C'est assez intéressant aussi, parce que c'est là où on voit que même si Vashtor, il n'est pas dans la trahison, malgré tout, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, il a donné le Stygian Earth à cette force de Tzeentch en disant, bah voilà, vous avez une mission à accomplir, une fois la mission accomplie, vous en faites ce que vous voulez, mais ils ont fait ce qu'ils ont voulu, hein, mais bah voilà, ça ne dit pas que il sera éternellement à eux. Et en fait, Vashtor arrive, il a besoin du vaisseau, il en prend le contrôle, et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'il y a des tas de systèmes qui se réactivent. Vous savez, Vashtor, il a cette capacité en fait d'avoir des sortes de mécadendrites, enfin des sortes de fils argentés qui permettent de contrôler l'ensemble des choses mécaniques. Et c'est ce qui se passe. Il y a des choses qui sont activées, réactivées. On nous dit, c'est ce que j'aime bien, avec des armes qui sont plus vieilles que l'existence de l'humanité, qui sont réactivées par Vashtor. Ça, c'est aussi très sympa pour justement remettre les choses dans leur contexte. Hein. L'humanité n'a pas toujours été là dans la galaxie, et chaque funeste flotte, en son sein, vous avez une arche fatidique qui elle-même peut être beaucoup plus vieille que l'Imperium et que même l'humanité elle-même. Donc Vashtor reprend le contrôle et fait faire demi-tour au Stygian Earth en mode eh bien allez, on va retourner au combat. Donc en ce qui concerne le combat au pôle, eh bien en fait on a Chrome, hein, donc du coup des Chevaliers Gris, qui lui réussit en fait à tuer le prince démon qui était dans cette funeste flotte qui était au-dessus. Donc il réussit malgré tout, ça a eu un coup très important en fait en frère, en capitaine Chevalier Gris, en paladin Chevalier Gris, etc. Et en fait, même s'il a eu une victoire, il se dit que ça va lui coûter cher et que ça va coûter trop cher en temps et en ressources humaines, et qu'il est obligé maintenant eh bien, de se hâter de retourner voir Angron, parce qu'il sait que la menace principale c'est Angron, et que ce qu'ils ont vu les Chevaliers Gris dans leurs augures, c'est justement la menace d'Angron et pas du tout ce qu'ils viennent de détruire, à savoir le prince démon. Alors au sol, bien sûr, il n'y a pas que Angron, il y a aussi toutes les forces en fait des Hereticus Astartes, il y a aussi tous les renégats, et ce qu'on met aussi en avant et ce qui fait vraiment plaisir, c'est des titans renégats et aussi le Mechanicum noir. On le remet en avant, c'est pour ça que je vous dis, moi vraiment, je pense que c'est une force qu'on pourra bientôt jouer dans Warhammer 40 000. Vashtor, à mon avis, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là juste pour être une sorte de petit ajout au Codex Hereticus Astartes. Je pense qu'on aura du Mechanicum noir et on nous le met tellement en avant, encore une fois, que je pense que c'est pour bientôt. C'est dans 2 semaines, je crois, mais j'ai pas le droit d'en parler. Alors le combat au sol, eh bien, il est colossal, évidemment. Il y a une quantité d'impériaux qui se bat contre une quantité de renégats. Malgré tout, vous vous rappelez quand même qu'ils sont sous l'Orphéon psychique, et l'Orphéon psychique donne un boost incommensurable aux forces loyalistes, et au contraire, un debuff à tout ce qui est démons. Donc vous avez les démons qui apparaissent et qui sont assez rapidement en fait vaporisés, qui sont bannis en fait dans le warp, et eh bien même Angron lui-même en fait subit de plus en plus, plus les proches forcément, plus il va subir en fait le pouvoir de l'Orphéon psychique, et même lui en fait se voit plus ou moins affaibli. Donc il y a des morceaux de son essence qui commencent à se vaporiser, et là aussi il y a un moment donné où peut-être il a l'espoir, c'est assez rare pour Angron, il a l'espoir d'être détruit par l'Orphéon psychique. Et c'est ce qui le motive encore une fois à continuer et à faire ce combat, parce qu'au final, il va être gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que soit il triomphe de l'Orphéon psychique et puis il détruit les machinations des sorciers, bien sûr, Angron a horreur du psychique, donc il sera gagnant sur ce tableau-là. Et si à l'inverse, il perd et il ne réussit pas, eh bien il sera détruit et son essence
partira, s'envolera et il sera libéré. Donc pour lui, c'est gagnant-gagnant, peu importe. C'est pour ça qu'il est vraiment très heureux, j'ai envie de dire, de faire ce combat. Alors malgré tout, même si il espère être détruit au fond de lui, il donne tout ce qu'il a, malgré tout. Et comme il est sur quelque chose de très puissant psychiquement, eh bien lui, il y a un contre-coup, hein, force-réaction, action-réaction plutôt, lui, du coup, va déchaîner en fait sa rage, sa haine et son pouvoir un petit peu anti-psycheur au point de créer une sorte d'éclipse à travers l'Orphéon psychique. Et cette éclipse, eh bien, c'est une faille qui va être utilisée par 8 buveurs de sang qui peuvent s'incarner dans l'espace réel et venir en fait soutenir la force d'Angron. Ça, on l'avait déjà vu, hein, Angron et les 8 buveurs de sang. Ben voilà, là, on le retrouve pour l'attaque sur l'Orphéon psychique. Alors malgré justement l'Orphéon psychique, lui, il continue en fait et son assaut ne diminue pas en force à tel point qu'on retrouve en fait, à un moment donné, il se retrouve à nouveau devant une porte principale qui est prévue pour résister à des attaques de titans, à des attaques de fuseurs à bout portant. Et en fait, lui, d'un simple revers en fait de sa hache, il vaporise complètement cette porte qui vient s'écraser et détruire des quantités colossales d'impériaux. Et vous avez vraiment, encore une fois, ce côté, il est inarrêtable. Personne ne peut l'arrêter. Et bah voilà, c'est là où on se dit, mais est-ce que c'est pas une des plus grandes forces de l'univers? Et là, ça me refait penser à certains qui m'ont dit, bah tiens, si on faisait un petit duel entre Angron et puis Skarbrand, à ma gauche, à ma droite, Angron, qui va gagner ce soir le titre, le duel? Alors, il n'y a pas de combat entre eux directement, mais après, par contre, dans les éléments qui vont suivre, moi, il y a un élément qui me ferait voter pour quelqu'un. Je ne vais pas encore vous le dire parce que je ne veux pas vous gâcher la suite qui va arriver et qui, moi, est vraiment un de mes passages préférés. Donc, je ne vais pas encore le dire, mais ayez bien ça en tête et puis j'en reparle juste après. Alors, voyons qu'Angron défonce toutes les portes et est inarrêtable. Eh bien, Emagna, vous savez, l'inquisitrice qui est justement à l'origine de l'activation de l'Orphéon psychique, eh bien, se dit, là, on va perdre, donc il faut absolument que je fasse de tout ce que je peux. Et elle décide, en fait, de libérer toute la puissance de l'Orphéon psychique. Donc, c'est un petit peu comme si là je montais le son à fond et puis ça va grésiller, ça va être le bordel, ça va sans doute casser la machine, mais peu importe, on va la booster au maximum. Et donc elle enlève en fait toutes les sécurités, tous les limiteurs de puissance de l'Orphéon psychique pour qu'il donne un maximum de puissance. Donc ce qui se passe bien sûr, c'est que ça consume énormément en fait des psycheurs, vous savez, les psycheurs qui sont en train d'alimenter la machine. Par contre, ça a un effet positif, à savoir que justement Angron se sent accablé et quand il prend en fait cette vague de puissance dans la tête, eh bien, il met un genou à terre, il commence à fumer, sa peau commence à se craqueler et on sent qu'on est sur le point de le détruire. Donc c'est ce moment-là où lui, eh bien, il arrive à son paroxysme en fait de sa rage, de sa colère et il essaie malgré tout d'avancer. Donc là, on n'a pas d'image, c'est dommage, mais je pense que ça ferait vraiment une superbe image. Mais on a Angron qui plante en fait la hache dans le sol pour essayer d'avancer vers l'Orphéon. Ensuite, il planche son épée et il avance comme ça, il essaye et il lutte contre vraiment une vague psychique colossale, à tel point qu'on vous dit qu'aucune entité n'a jamais été frappée par une telle puissance psychique. Lui, eh bien, s'il y en a une qui pouvait résister, justement, ça peut être Angron. Donc lui, continue à avancer et en fait, dans son sillage, il traîne plus ou moins les buveurs de sang. Donc, il arrive à aller dans cette salle, en fait, la salle principale de l'Orphéon psychique, et c'est là que les pièges d'Emagna rentrent en œuvre, et des explosions sacrées, avec des bombes sacrées, des trucs avec des prières dessus, tout ça, le font tomber, et là il s'effondre, et là tous les chevaliers gris arrivent, donc ils sont une soixantaine, vous avez une soixantaine de chevaliers gris, avec Chrome bien sûr, vous avez des cuirassiers Némésis, vous avez des paladins, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer des chevaliers gris, toute leur puissance qui s'abat continuellement sur Angron pour réussir à le bannir une fois pour toutes. Et c'est là où, aussi incroyable que ça puisse paraître, eh bien, rajouter à cela la prière et en fait le pouvoir psychique aussi d'Emagna, eh bien, réussit à passer les barrières de défense d'Angron et on voit qu'Angron est sur le point de perdre. En fait, il est en train de se désagréger, il n'a plus la force d'avancer, les bolts psychiques consacrés, les cuirassiers Némésis qui rajoutent leur arme Némésis, etc. Et il est en train de faiblir. Que va-t-il se passer? Mystère. Alors je sais pas si vous avez du suspense, si vous vous dites est-ce que Angron peut vraiment y passer ou pas? Je sais pas. En fait, c'est toujours le problème dans toutes les séries. Quelque chose que moi je peux vivre, c'est qu'à chaque fois on fait oh ouais, peut-être qu'il va y passer, puis en fait tu dis ouais mais attends, s'il y passe, c'est pas possible, la figurine vient juste de sortir et tout. Donc je sais pas, mais est-ce que malgré tout des fois vous avez cette envie d'y croire? Donc bon, moi honnêtement, je me suis dit bon, il va se passer quelque chose.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe quelque chose. Vous avez justement les buveurs de sang qui arrivent. Il y en a un qui arrive, qui fonce comme une torpille, qui s'écrase sur les cuirassiers Némésis. Chrome, voyant que il y a plusieurs buveurs de sang qui arrivent, forcément, il se dit on peut pas les ignorer, hein. On va pas continuer à tirer sur Angron et puis se faire massacrer derrière. Donc forcément, ça scinde en fait les tirs, ça dilue le flot de tir qui est sur Angron. Et puis Angron réussit justement à profiter de ça. Et puis hop, combat mythique contre Chrome. Alors Chrome réussit quand même à lui mettre 2 bonnes patates avec son marteau Némésis, tueur de démons. Malheureusement pas tueur de prince démon ni de primarque démon. Et puis Angron, voilà, décapite Chrome. Du coup forcément les chevaliers gris sont balayés. Il y a un buveur de sang qui aussi finit d'achever Emagna. Donc tous les principaux protagonistes loyalistes sont détruits. Qui va pouvoir s'opposer à Angron? Écoutez, plus personne. Donc Angron prend son envol, décide d'en finir, et il abat en fait avec toute sa force accumulée, toute sa rage, parce qu'il faut bien imaginer que la machine elle continue à fonctionner. Hein. Donc il utilise toute sa rage, toute sa haine pour frapper contre l'Orphéon psychique. Et là on arrive à un des passages préférés de tout l'historique de Warhammer 40 000 que j'ai pu me taper depuis plein d'années. Parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant et que ça donne une ampleur au lore que j'ai rarement connu, en fait, que j'ai rarement vécu, et avec des éléments, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais moi je le ressens vraiment comme énorme. Donc on a cette page-là que je vais vous montrer en meilleure qualité, mais cette page-là, en fait, c'est différentes choses. Donc c'est les il frappe. Donc vous avez un petit texte, j'en lis quelques-uns. Il frappe pour la gloire. Dans une jungle inconnue au sommet d'une ziggurat, battu par la tempête, le suzerain fait tournoyer sa lame luisante, décapité, son adversaire en armure dorée s'écrase au bas des marches de l'édifice, etc. Il frappe dans l'espoir de liberté. Le superviseur à la nouveau son fouet, mais cette fois, le serviteur saisit le poignet du superviseur. Une main plonge son surin improvisé sous sa mâchoire. Ainsi débute le soulèvement. D'autres choses. Il frappe pour tuer. Dans une contre-allée ténébreuse d'une planète impériale, une silhouette encapuchonnée se hâte, les épaules voûtées parmi la clameur lointaine des cris. Elle ne voit pas le toxicomane qui rôde dans l'embrasure lorsqu'elle passe devant lui, mais elle sent la lame lacérer sa gorge, puis les mains fouillées dans ses poches, puis vient le néant. D'autres choses aussi, il frappe par devoir. L'âtre garde Enir sait qu'elle doit calculer son coup à la perfection pour protéger le Grimnir, et elle pulvérise la céramique, les œufs fusionnent, les 2 corps empoisonnés sont détruits. Donc voilà, tous les êtres en fait apportent ce combat. Ce combat, c'est quelque chose que vous allez retrouver tout le temps. Il frappe par colère. Le combat dans la fosse a été rude et long, mais enfin le rival gît au sol, brisé et ensanglanté, laissant libre cours à sa fureur contre ce morveux. L'orque soulève un rocher de ses 2 mains et l'abat sur le crâne de son ennemi. Même il frappe parfois, sa peur ne parvient pas à calmer sa fureur. Courant aux côtés d'un groupe de soldats loyalistes, elle hurle des louanges à l'empereur Dieu et déchaîne son fusil laser sur les rangées d'hérétiques. Elle grimpe sur une berge boueuse et s'élance vers Lani à la suite de Jogia, le prêtre du régiment. Un renégat braque son fusil d'assaut, mais trop tard. Pour l'empereur, rugit-elle, en plongeant sa baïonnette dans le torse de l'hérétique. Et même plus loin, il frappe par vengeance, faisant fi d'un mur de feu warp. Un guerrier sauvage lève sa hache couverte de givre et la fait tournoyer en direction du cou de son ennemi. Alors que la tête casquée du sorcier roule au sol, son tueur hurle avec une joie impénitente pour Fenris. Et en fait, vous voyez, c'est tous les combattants de la galaxie réunis, quelle que soit leur affiliation, que ce soit des orques, des Votas, pardon, enfin, toutes les forces, en fait, à chaque fois qu'il y a un meurtre, à chaque fois que quelqu'un est tué, que ce soit par passion, désir de liberté, gloire, envie de tuer, colère, vengeance, quels que soient les éléments qui sont à cette origine, chaque meurtre, c'est le pouvoir de Khorne qui se renforce. Et c'est pour ça que, a priori, Khorne est arrivé en premier, enfin c'est même plus qu'a priori, Khorne a été le premier dieu du chaos à apparaître, et Khorne a vraiment une force colossale. Ah, j'ai tellement envie de vous parler, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur Khorne un de ces jours, parce que pour moi il y a quelque chose qui est assez incroyable entre ce qu'il représente et ce qu'il est lui-même. Bon, j'ai pas résisté, je voulais pas en parler, mais j'ai pas résisté, vous voyez, ça me brûle les lèvres. Et donc, on a tous ces combattants qui, en fait, sont en train de frapper au même moment dans la galaxie, alors que justement, Angron est en train de frapper, et alors que justement, il y a quelques molécules qui séparent, en fait, ces armes de l'Orphéon psychique, eh bien, le temps s'arrête.
Le temps s'arrête et il plonge en fait dans une sorte de plénitude. Et là, on revient sur la vidéo que je vous avais fait avec la sérénité dans le massacre. Et c'est exactement ce que vit Angron. En fait, même les clous du boucher, eh bien, il ne les sent plus. Et en fait, il est dans une cacophonie en fait de sons, de bruit, mais malgré tout, tout dépasse en fait sa capacité, même en tant que primarque, démon, tout dépasse sa capacité à ressentir les choses, même la douleur en fait, parce qu'il est contre une douleur atroce, parce qu'il est à quelques molécules de l'orphéon psychique, vraiment quelque chose qui est là pour l'antithèse des démons, et bien malgré tout, il rentre dans une sorte de plénitude. Et en fait, il y a un passage qui est vraiment très bon, et je suis obligé de vous le lire parce que ça ne ferait pas honneur autrement. Donc quelque chose bougea dans l'air, immobile, quelque chose capable d'instiller l'effroi chez le primarque démon des World Eaters. Vous vous rappelez tout ce qu'il a vécu avant, donc vous pouvez imaginer. Angron ne pouvait pas tourner la tête pour regarder, mais il sentait quelque chose de colossal s'agiter derrière son dos. Le mouvement était si gigantesque qu'il dépassait sa compréhension. Il ébranlait la trame de la réalité et affolait le warp. Une tempête de haine hurlait autour d'Angron. La colère le balayait comme un ouragan. Angron sentit l'entité brandir une arme dont la lame était plus large que la circonférence d'un monde. Vous voyez ce qui va se passer. Et donc le tranchant pouvait scinder l'espace et le temps. Il ignorait comment il pouvait le savoir, mais il ne pouvait s'y dérober. Il sentait la fureur de l'entité battre contre lui tel un bûcher d'étoiles torturé, et la terreur l'envahit. Donc bien sûr, c'est Korn lui-même qui, à travers en fait la rage et les sacrifices incroyables, enfin autant il y a vraiment ce côté sacrifice du côté des aides de Korn, mais il y a vraiment toutes les batailles qui peuvent se dérouler dans la galaxie à cet instant donnent à Korn la puissance de se matérialiser à travers, en gros, et il y a un passage qui est vraiment sympa, faut que je vous le lise, le bain de sang de la bataille de Malak servit d'offrande rituelle. Angron fit office de lame sacrificielle et l'énergie de l'orphéon psychique fut le vecteur à travers lequel l'énergie se répandit. Et en fait, Korn tranche la planète en deux, donc tout est éventré, l'orphéon psychique est absolument détruit, et en fait tous les mortels ou même immortels, enfin tous les démons, tout est vaporisé sur quasiment l'ensemble de la planète. Alors bien sûr il y a quelques survivants, mais en fait ils se font complètement ranger et la planète va couper en deux, va bien sûr, du coup la planète va brûler, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'est assez dur à décrire, mais toutes les scènes les plus apocalyptiques, eh bien vous les avez à cet instant-là, et là je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, le combat entre Skarbrand et Angron. Je vous rappelle que Skarbrand, il a levé la main contre Korn et il a été jusqu'à essayer de combattre Korn. Là où Angron, lui, il se sent paralysé par la peur. Vous imaginez, paralysé par la peur. Et c'est dire, alors peut-être que s'il affrontait Skarbrand, peut-être qu'il gagnerait, mais en fait, en tout cas, quoi qu'il arrive, la seule chose qu'on a comme élément pour se baser, c'est que face à Korn, qu'ils ont ressenti et qu'ils ont rencontré plus ou moins, eh bien Skarbrand a été l'affronter alors que Angron a été paralysé par la peur. Et en fait, il pensait être détruit même, il pensait être détruit par la force en fait de Korn, mais non, Korn passe à travers, l'utilise comme un catalyseur, et c'est ce qui lui permet de se matérialiser, en tout cas son arme pour trancher en fait la planète et répandre en fait une malédiction. Vous allez voir ça après. Donc c'est pour ça, là, vraiment, j'essaie de vous faire partager le plus l'émotion, mais c'est facile parce que moi je le vis moi-même aussi. Je trouve que c'est un de mes passages préférés parce que Korn interfère vraiment et coupe Malak Bael en deux, c'est énorme. J'avais jamais lu ça dans aucun des romans que j'avais pu lire sur, que ce soit l'hérésie d'Horus, que ce soit 40 000, donc ou dans un codex. Et dans les codex, en général, on a très peu de choses. Donc voilà. Mais vous avez vraiment ce moment capital et qui est fou vraiment. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est vraiment important, et c'est pour ça que la vidéo, je la centre un petit peu dessus maintenant et que j'insiste lourdement avec force et rage, parce que je trouve que c'est vraiment un passage épique, mais même épique c'est en dessous, hein. C'est vraiment au-delà. Donc comment je vais pouvoir continuer la vidéo après ça? Parce que forcément, là, on est arrivé au climax de la bataille, mais il se passe quand même des choses. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, à travers ce pouvoir qui a été déchaîné, en fait, ça a détruit toutes les personnes qui étaient présentes dans l'orphéon psychique, même Angron lui-même, en fait. Alors, comme je vous dis, il pense peut-être qu'il va être enfin libéré, mais en fait, non. Il réapparaît sur un autre champ de bataille, il ne sait pas où il est, mais il sait simplement qu'il y a des impériaux devant lui et que il va continuer le massacre. Donc, il se résigne, en fait, malgré ce qu'il a vécu, il se résigne. Il sait que son sort est inéluctable. Et en fait,
là, on peut ressentir en fait toute la détresse du personnage parce que vous vous rendez compte que même si il se sent transpercé en fait par la force de Khorne, eh bien, ça n'a pas suffi à le détruire malgré le sacrifice. C'est, je pense, le plus grand sacrifice qui a jamais été fait à Khorne, l'offrande la plus grande. Eh bien, Khorne, au contraire, du coup, il va continuer à vouloir que Angron continue à le servir. Et ben voilà, il se retrouve matérialisé, on ne sait où, peu importe. C'est ça qui est vraiment fort, en fait, c'est que peu importe l'endroit, Angron de nouveau est là. Et puis, malgré ce qu'il vient d'accomplir, il faut qu'il continue. Le massacre, toujours, toujours. Donc malgré tout, il y a encore des choses à vous révéler dans cette vidéo. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une vidéo vraiment très sympa. Enfin, j'espère que vous passez un bon moment en tout cas. Moi, je passe vraiment un bon moment à vous la faire. En fait, vous savez, il y a toujours le petit Vashtor. Vashtor, lui, il continue et en fait, eh bien, il s'approche, il décombre en fait de la planète. Donc, bien sûr, c'est assez difficile pour lui. Malgré tout, comme il a le contrôle quasiment absolu sur tout ce qui est mécanique, eh bien, il redéforme en fait l'arche fatidique, le Stygian Heart, pour qu'il puisse absorber en fait que ce soit les vaisseaux qui sont en débris, les champs de météores ou même les morceaux de planète, hein, tout simplement, qui ont été propulsés en fait dans le vide. Et lui réussit en fait à matérialiser un petit peu les choses, à changer, etc. Donc, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il refait réapparaître son portail warp juste devant lui, et en fait, l'ensemble de l'arche fatidique, hein, je vous rappelle qu'il fait plusieurs kilomètres, eh bien, elle est en train de se détruire, mais de se rematérialiser au fur et à mesure que les éléments sont détruits. Il en récupère dans les champs de décombres pour créer en fait une sorte d'enveloppe de protection autour de lui-même et autour de eh bien, ce portail warp. Et en fait, il s'approche du cœur de la planète. Alors, ce qui est assez amusant, ce qui l'amuse plus ou moins, c'est que le cœur de la planète, en fait, toute la roche en fusion qui a été répandue en fait dans l'espace réel, eh bien, ça forme la rune de Khorne, forcément. Et en fait, Vashtor, lui, il a du dédain pour ça. Il se dit, mais les dieux sont vraiment grossiers, c'est tellement grossier d'utiliser en fait la roche en fusion, le noyau planétaire, pour former une rune cosmique. Voilà, c'est un petit peu petit joueur, c'est un petit peu, voilà, Khorne il se la pète avec ses chaînes dorées. Vous voyez, c'est amusant de voir ce dédain que peut avoir Vashtor. Donc Vashtor en fait s'approche d'un élément qui reste sur le noyau ou autour, dans la croûte de la planète, et c'est une roche noire. Alors on n'en sait pas beaucoup plus sur cette roche noire. Moi je l'ai imaginé un petit peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, vous savez, ces monolithes qui sont là dans l'espace. Moi j'aime bien l'imaginer de telle façon. On ne nous dit pas que c'est une forme particulière, on dit juste que c'est une roche, et que cette roche eh bien, est plus ancienne que tout ce qu'on peut imaginer, que on ne peut pas imaginer non plus pourquoi elle a pu survivre au sein du manteau de la planète, donc au cœur de la planète. Elle aura dû être détruite. Vashtor, lui, sait pourquoi. Il est admiratif, mais il a d'autres choses à faire. Donc du coup, il donne un petit coup de marteau, ça libère en fait la roche. Alors, je ne sais pas, mais j'ai relu plusieurs fois le passage. On peut même imaginer qu'en fait, son coup de marteau libère un morceau simplement, et qu'il ne l'a pas de façon entière, donc ça veut aussi dire que son marteau est capable de briser cette roche, peut-être, et c'est ce qui est plus ou moins sous-entendu, et on se dit, mais waouh, Vashtor, il est super badass, parce que si quelque chose qui n'a pas été détruit, et qui ne devrait même pas exister à cet endroit-là d'une planète, eh bien Vashtor, avec un petit coup de marteau, il réussit à le libérer ou à le détruire. Bon, en tout cas, toujours est-il que juste avant de partir aussi, vous avez, pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui jouent Tzeentch, pardon, eh bien vous vous intéressez peut-être à la cabale qui était au sein du Stygian Heart. Eh bien, il y a un destin qui leur est proposé. En fait, Vashtor, eh bien, du coup, cherche à les tuer, parce qu'eux, forcément, cherchent à prendre le contrôle de l'arche fatidique, à nouveau, qui leur appartient, hein, de droit, mais Vashtor, évidemment, va déclencher des pièges, etc. Et en fait, il est assez étonné, voire amusé de l'ingéniosité des séides de Tzeentch, justement, pour déjouer, en fait, ces machinations, et il se dit, ce serait quand même dommage de passer à côté de ces serviteurs-là. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il les téléporte dans le Warp, donc on ne sait où, et en fait il les met un petit peu dans un coin, et il se dit je vais aller leur proposer un marché, parce que je suis sûr que je peux en faire quelque chose qui, dans les rouages de mes machinations, avec la causalité, va provoquer des choses très très positives pour moi. Donc il est assez content d'être tombé sur, un petit peu par inadvertance, ces séides de Tzeentch. Donc voilà, on les met de côté. Vashtor se téléporte aussi dans le portail Warp, et puis le Stygian Heart finit d'être détruit, et fin de l'histoire, en tout cas avec Vashtor pour ce tome-là. Alors maintenant vous vous dites, bon bah ok, on a vu cette vidéo, je peux aller me recoucher. Non, 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 parce qu'il y a quand même quelque chose d'incroyable et qui est même encore plus puissant presque que tout ce que je vous ai dit. En tout cas, qui va avoir une répercussion incroyablement plus puissante. Quelque chose qui
le parallèle est dur, mais pas loin de la cicatrice Maledictum. Cicatrice Maledictum, c'était quelque chose dans Gathering Storm qui avait vraiment marqué la galaxie, l'univers de Warhammer 40 000. Là, on est sur quelque chose qui est pas très loin en dessous, et que je mettrais en dessous, mais vraiment juste en dessous, et je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de... Bon, hormis peut-être les Résidorus, et encore, si peut-être, mais on est vraiment sur quelque chose d'une grande ampleur. Donc là, j'espère que je vous ai suffisamment alléché, et si vous êtes suffisamment alléché, eh bien je fais le méchant, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui vous parle de la malédiction, comment elle s'appelle? Meurtrière. Allez, à bientôt en vidéo, salut à tous, et ouais, salut.